vous propose de démarrer notre audition. Le président doit nous rejoindre d'ici une demi-heure, si j'ai bien compris ce qui m'a été indiqué. Et Monsieur Rocard, qui devait être entendu, a fait savoir qu'il ne pourrait pas être parmi nous cet après-midi, et sans doute cette audition sera reportée au mois de septembre. Et donc aujourd'hui, nous recevons Monsieur Milondo, qui est un ardent défenseur du revenu de base. Il va nous dire d'ailleurs pourquoi il est un ardent défenseur. Et j'ai envie, pour ce faire, de lui laisser tout de suite la parole, à moins que Monsieur le rapporteur, vous souhaitiez vous exprimer, mais vous aurez sans doute l'occasion de le faire longuement après que nous ayons entendu notre invité, que je remercie d'avoir bien voulu se libérer, si j'ai bien compris, rapidement. Donc, Monsieur Milondo, vous avez la parole. Merci, et merci du coup pour l'invitation. Effectivement, moi je suis un défenseur ardent, j'espère, du revenu inconditionnel. Ça fait une dizaine d'années que je planche sur cette question. Et je défends le revenu inconditionnel à la fois contre le RSA aujourd'hui et contre la logique de l'assistanat. Donc je vais essayer de vous présenter ma position de principe, et puis ensuite sans doute qu'on pourra revenir sur des questions plus techniques. Donc ma position de principe contre le RSA et contre l'assistanat, donc contre le RSA d'une part, qui me semble être un dispositif à la fois inefficace et injuste. Inefficace parce qu'une politique sociale qui vise à lutter contre la pauvreté et l'exclusion et qui parvient au mieux à maintenir un taux de pauvreté de 14% ne me semble pas efficace. Ça me semble être un échec. Injuste ensuite, puisque le RSA se contente au final de maintenir ses bénéficiaires dans une situation de pauvreté. Elle maintient dans la pauvreté, elle stigmatise et elle exclut. On peut présenter le RSA, parfois on le présente comme une main tendue. Cette vision ne me semble pas satisfaisante. En tout cas, pas pour un montant de 524,68 €. À 524,68 €, s'il y a une main tendue, c'est uniquement celle des bénéficiaires qui ont parfois tellement honte de devoir faire la demande qu'ils ne font pas la demande pour bénéficier de cette prestation. Contre l'assistanat ensuite, je défends ce revenu inconditionnel. Je préfère opposer la logique de la reconnaissance à la logique de l'assistanat. L'assistanat repose sur une logique de défiance, un postulat d'inactivité des bénéficiaires, alors que la reconnaissance repose sur une logique de confiance et sur la reconnaissance du travail de tous. Donc pour résumer, je propose de sortir du RSA, à la fois parce que son montant me semble insuffisant et puis aussi parce que son fondement ne me semble pas être le bon. Alors je défends un revenu inconditionnel qui est à la fois suffisant et versé au nom de la contribution de tous à l'enrichissement collectif. Je vois deux justifications à cela. D'une part, le refus de la pauvreté. Un refus de la pauvreté qui implique la reconnaissance d'un droit inconditionnel à un revenu suffisant. Et puis la reconnaissance du travail de tous qui implique, elle aussi, la reconnaissance d'un droit inconditionnel à un revenu suffisant. Je m'arrête d'abord sur la question du refus de la pauvreté, puis ensuite je reviendrai sur la reconnaissance du travail de tous. Donc le refus de la pauvreté, si on s'accorde pour juger la pauvreté à la fois inacceptable et intolérable, alors, à mon sens, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un revenu de solidarité active d'un montant de 524,68 €. 524,68 €, ça n'est que 30% du niveau de vie médian. C'est la moitié de ce qu'il faut pour pouvoir ne plus être considéré comme pauvre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas donc nous satisfaire du RSA, nous ne pouvons pas davantage nous contenter de proposer un revenu inconditionnel de 500 €. Si, encore une fois, nous nous entendons sur le fait que la pauvreté est à la fois inacceptable et intolérable, alors il me semble que la société doit reconnaître à chacun de ses membres un droit inconditionnel à un revenu suffisant, à un niveau de vie décent, compatible avec une vie digne et propice à la participation active à la vie sociale. Quand je dis droit inconditionnel à un revenu suffisant, donc je parle de revenu suffisant, j'entends trois critères pour déterminer le suffisant. D'une part, échapper à la pauvreté.
Donc le revenu inconditionnel tel que je défends doit au moins être égal au seuil de pauvreté. Aujourd'hui, donc c'est 1 000 € pour une personne seule, 1 000 € par mois. Donc suffisant pour échapper à la pauvreté, suffisant pour échapper à l'exclusion. Donc pour cela, il doit permettre l'accès, il doit garantir l'accès aux biens et services essentiels. Et suffisant enfin pour échapper à l'exploitation. Donc il doit permettre de se passer de tout autre revenu et donc permettre de se passer durablement d'emploi. L'idée étant d'enclencher un processus d'amélioration des conditions de travail, y compris dans l'emploi. Alors cette reconnaissance d'un droit inconditionnel à un revenu suffisant, à mon sens, ça doit être un minimum. C'est le minimum, faire moins, ce ne serait pas être à la hauteur de l'enjeu en matière de justice sociale. Il me semble scandaleux d'accepter la persistance de situations de pauvreté dans notre société. Ça semble être le minimum, mais à mon sens, on peut aussi aller au-delà. Sinon, un simple RSA amélioré pourrait faire l'affaire. Il me semble qu'on doit aller au-delà et reconnaître le travail de tous, ce qui suppose de changer de registre par rapport au RSA. Donc il ne s'agit pas, comme dans le cas du RSA, de verser un revenu minimum à ceux qui ne travaillent pas. Il s'agit au contraire de verser un revenu suffisant à tous, forfaitaire, parce que tout le monde travaille. Donc si je dis verser un revenu suffisant à tous parce que tout le monde travaille, ça suppose d'admettre, de reconnaître et d'affirmer que le travail ne se limite pas à l'emploi. Le travail ne se limite pas à l'emploi. Je prends 2 exemples pour essayer d'illustrer ça. D'une part, le revenu de participation proposé par l'économiste Anthony Atkinson. Anthony Atkinson donc, propose un revenu de participation et il retient 7 critères de participation, 7 critères qui donnent droit donc à la perception du revenu qu'il défend. Premier critère, avoir un emploi. Donc lorsqu'on a un emploi, à l'évidence, on travaille, avoir un emploi, mais également rechercher un emploi, réaliser des études, s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses parents âgés, être bénévole ou être dans une situation de handicap qui empêche de réaliser l'un des 6 critères précédents. La question qu'il convient de se poser quand on parle de revenu inconditionnel, c'est qui ne répond pas à au moins un de ces critères? Qui ne répond pas à au moins de ces critères? Et si tout le monde répond, et c'est ma conviction, si tout le monde répond à au moins un de ces critères, du coup, tout le monde a droit à un revenu, et un revenu suffisant. Je prends ensuite l'exemple du bénévolat. La question revient régulièrement. Ne serait-il pas juste de verser une indemnité à tous les bénévoles pour leur permettre de poursuivre leur activité et leur contribution à la société? Cette indemnité qui est aussi une subvention, c'est exactement la vision que j'ai du revenu inconditionnel aujourd'hui. Je pars du principe que nous sommes tous bénévoles, que nous entretenons tous la vie sociale et que cette vie sociale est la matière première de toute activité. Donc défendre le revenu inconditionnel, comme je l'ai présenté, c'est reconnaître le travail, l'encourager, le faciliter en donnant les moyens à tous de s'investir dans de bonnes conditions dans la vie sociale. Et à mon sens, c'est pour cela qu'il faut instaurer un revenu inconditionnel. C'est pas à cause du chômage, c'est pas à cause des robots, c'est pas à cause de la révolution numérique. C'est pas faute de pouvoir garantir un emploi à tous. Alors bien sûr, cette situation existe, ça ajoute à l'urgence qu'il y a à adopter une telle mesure, mais le fond de l'affaire n'est pas là. À mon sens, c'est en reconnaissant et en valorisant le travail partout où il est que le revenu inconditionnel peut, j'espère, transformer la société, transformer les rapports sociaux et répondre vraiment aux enjeux de la justice sociale, aux enjeux majeurs de la justice sociale que sont la pauvreté et l'exclusion. Donc voilà pour la position de principe. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cette position ou des questions techniques. On va peut-être laisser la parole à notre rapporteur. Moi-même, j'aurais des questions à poser, mais je propose que le rapporteur s'exprime en premier et s'il passe en quelque sorte sa possibilité de s'exprimer en premier, je vous la donne bien volontiers, cher collègue. Monsieur Percheron. Non, mais moi je tiens à dire qu'il y a beaucoup d'assurance dans la présentation. Oui, beaucoup de conviction. C'est une affaire de plusieurs centaines de milliards d'euros. Oui. Oui. Par conséquent, il va falloir, dans les questions que nous allons vous poser, que vous esquissiez des pistes pour aller vers ce financement idéalisé. Voilà. Très bien. Une question sur... vous indiquez qu'il faut que tout le monde travaille, mais parmi les demandeurs d'emploi,
Moi, j'ai constaté plusieurs qui ne souhaitent pas travailler. Donc, comment ça se passe avec votre revenu? Vous donnez malgré tout le revenu? C'est une question, la première. Si je peux en ajouter deux autres. La première, dans le prolongement de celle qui vient d'être posée. Si je ne suis pas dans l'un des 7 critères, c'est-à-dire je ne travaille pas, je ne m'occupe pas de mes proches, je ne suis pas bénévole, je ne fais pas d'études, je ne suis pas handicapé, qu'est-ce qui se passe? Et deuxièmement, je voudrais revenir 30 secondes sur la notion d'indemnisation du bénévolat. Est-ce qu'on n'est pas dans des termes assez antinomiques? À partir du moment où le bénévolat est en quelque sorte rémunéré, peut-on encore parler de bénévolat? Et qui décide de la pertinence du bénévolat dans votre dispositif? À partir d'où ça commence et à partir de quand ça se termine? Okay. Alors, dans le désordre, donc je commence par la question des demandeurs d'emploi qui ne veulent pas travailler. Excusez-moi, qui ne veulent pas travailler, le travail qui peut leur être proposé localement dans une collectivité, oui, par exemple. D'accord. En fait, moi, j'ai un souci avec votre question, dans le sens où je l'ai dit dans mon intervention, je considère que le travail ne se limite pas à l'emploi. Donc, je pars du principe que les demandeurs d'emploi peuvent très bien travailler hors de l'emploi. Si on définit le travail comme toute activité qui contribue à l'enrichissement collectif, toute activité d'utilité sociale, de fait, il existe des tas d'activités qui ne sont pas des emplois, ou qui peuvent être des emplois mais qui ne le sont pas nécessairement, et qui sont du travail malgré tout, qui sont des contributions à l'enrichissement collectif. En fait, ce que je dis, c'est qu'il faut verser un revenu inconditionnel, il faut instaurer un revenu inconditionnel afin de reconnaître ce travail. Au lieu de considérer, comme on le fait avec les minima sociaux aujourd'hui, qu'il y a ceux qui travaillent d'un côté, ceux qui ne travaillent pas de l'autre, et ceux qui travaillent versent généreusement un revenu trop faible à ceux qui ne travaillent pas, il s'agit de dire, reconnaissons le travail de tous, même hors de l'emploi. Il y a des contributions à l'enrichissement collectif qui ne sont pas dans l'emploi, et il faut les reconnaître. Ce que vous dites, je vous affirme que j'ai quelques petites expériences. Il y a des gens qui souhaitent travailler et qui n'ont pas de travail, mais ça, on est bien d'accord. Et vous avez d'autres personnes à qui on propose un travail et qui, notamment un contrat aidé, en plus de RSA. Un emploi, du coup. Comment? Un emploi. Oui, un emploi. Qui ne souhaitent pas ou qui viendront un jour et puis qui ne reviendront pas. Voilà, je vous le dis, c'est tout. Alors, oui, je voulais ça, savoir qu'est-ce que vous faites avec ces personnes-là. Non, mais du coup, alors, j'entends que certains peuvent refuser l'emploi, mais pour mieux travailler autrement. C'est pas parce qu'on refuse l'emploi qu'on ne travaille pas. Je peux refuser un emploi pour m'engager dans une association. Est-ce que c'est inutile pour autant? Est-ce que ça ne doit pas être reconnu par la société? Mais peut-être, mais je vous garantis que vous avez des gens qui ne souhaitent pas s'engager dans une association et qui ne souhaitent pas travailler. Voilà. C'est la question que je pose. Qu'est-ce que vous faites de ces personnes? Du coup, ça rejoint un peu la question du bénévolat par ailleurs. Moi, vous avez noté 7 critères. Si je ne rentre dans aucun de ces critères, qu'est-ce qui se passe? Alors, ma position, c'est que tout le monde rentre dans un de ces critères, notamment si on a une vision suffisamment large du bénévolat. En gros, il ne s'agit pas de réduire le bénévolat aux seules activités réalisées dans des associations déclarées. Je pars du principe que nous sommes tous bénévoles dans une grande association qui est la société, que nous contribuons tous à l'enrichissement collectif dans cette société et que cette contribution doit être reconnue. C'est-à-dire que si je réalise des activités de solidarité dans le cadre d'une association déclarée comme les Restos du Cœur ou autres, c'est utile. Si je réalise des activités de solidarité dans le cadre de ma copropriété parce que je sais que j'ai un voisin, une voisine qui est dans le besoin, c'est utile également, de la même manière. Et ma conviction, c'est que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, réalise ce type d'activité, entretient la vie sociale et que c'est la base de toute activité. Réalise. Et si, alors en gros, sinon c'est la question des passagers clandestins, s'il existe des gens qui ne participent pas à la vie sociale, ce que j'aurais envie de faire, je ne pense pas que ça existe, mais ce que j'aurais envie de faire, ça serait pas de leur dire, si c'est ça, vous n'avez droit à rien. J'aurais plutôt tendance à leur tendre la main et à leur dire, venez participer avec nous à la construction de la société. Je ne pense pas que ce soit une bonne démarche de se dire, il y en a qui risquent de profiter d'un revenu inconditionnel
Donc privons tout le monde d'un revenu inconditionnel, privons tout le monde d'une forme de reconnaissance, de peur que certains en profitent. C'est pour ça que je disais, je m'inscris plutôt dans une logique de confiance plutôt que dans une logique de défiance. Je m'inscris plutôt dans une logique de reconnaître le travail de tous plutôt que dans un postulat d'inactivité. Et prouvez-moi que vous êtes utile. Non. Je pars du principe que tout le monde est utile. Ça a pu être fait, monsieur, je m'excuse de vous le dire, et au bout de quelques jours, mais moi je suis favorable par contre à un revenu pour les gens qui veulent se former et qui cherchent à essayer de trouver un travail. Je suis pour ça. Mais il faut quand même qu'il y ait à la base des critères de vouloir essayer de trouver un travail et d'être utile à la... Voilà, je suis tout à fait d'accord pour que pas laisser sur le bord du chemin les gens, mais à condition que... Est-ce que, par exemple, vous considérez, il s'occupe de... Effectivement, il peut faire la cuisine chez lui ou nettoyer son appartement. Est-ce que vous considérez que c'est un travail, si vous voulez? Bon, voilà, c'est... Encore une fois, je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui dans nos sociétés des personnes qui se contentent de nettoyer leur appartement. Je pars du principe que la plupart des gens, la totalité des gens, s'inscrivent dans la vie sociale. Et qu'à partir du moment où ils s'inscrivent dans la vie sociale, ils contribuent à l'enrichissement collectif. C'est ça ma position. Très bien. Bah, écoutez, donc j'ai dû tomber sur des gens qui sont très rares. Et sinon, la conclusion de votre raisonnement, donc si on se dit effectivement, il faut répondre à certains critères, etc. On ne répond pas à certains critères. Du coup, on n'a droit à rien. Il ne s'agit pas de ça. S'il ne s'agit pas de ça, tout le monde a droit à quelque chose, donc autant mettre en place un revenu inconditionnel. Si tout le monde a droit à un revenu suffisant, autant mettre en place un revenu inconditionnel. Sinon, effectivement, on met des critères et on exclut. Et en vertu de quoi? Et est-ce que c'est juste? Est-ce que la pauvreté est acceptable? Est-ce qu'on peut mériter d'être pauvre? Moi, je ne pense pas. On est d'accord. À ce moment-là, si on ne peut pas mériter d'être pauvre, tout le monde a droit à un revenu. Si vous proposez un travail à quelqu'un ou une formation, il faut qu'il accepte. Parce que sinon, si par exemple vous lui proposez une formation, il va dire « Ah ben non, moi je suis bénévole dans cette association, donc ça ne m'intéresse pas. » Donc voilà, c'est tout. Je pose des questions pour savoir comment vous allez amener les personnes à accepter un emploi. Voilà. Alors, moi je ne veux pas amener les personnes à accepter un emploi. Je veux leur donner la possibilité de travailler. Voilà. Je veux leur donner la possibilité de travailler en reconnaissant le travail sous toutes ses formes. Donc je ne dis pas il faut absolument accepter un emploi, clairement. Mais on n'a pas besoin d'accepter un emploi si on travaille par ailleurs. Ah oui, si on travaille par ailleurs, bien sûr. Oui. Et du coup, puisque je dis tout le monde travaille, puisque nous sommes tous bénévoles, tout le monde travaille. Tout le monde a droit à un revenu. Oui, c'est le RSA pour l'instant. Mais alors, RSA qui est insuffisant, enfin qui maintient les gens dans une situation de pauvreté. Est-ce que la pauvreté est acceptable? Est-ce que la pauvreté est encore tolérable? Je ne pense pas. Et à partir du moment où on met en place des conditions et des contreparties pour pouvoir bénéficier d'une prestation qui est censée préserver de la pauvreté, ça veut dire qu'on se réserve le droit d'exclure les gens de l'accès à cette prestation. Et si on exclut des bénéficiaires, de fait, on tolère la pauvreté. Ça veut dire que celui qui accepte un travail ou qui n'en accepte pas, il y a tous le même revenu, c'est-à-dire le RSA pour vous est monté à 1 000 €. Bon, voilà, ça je peux l'accepter. Par contre, c'est une position qu'on peut accepter. Voilà. RSA inconditionnel sur un autre fondement. Ça, c'est une position qu'on peut accepter. Après, il va falloir trouver les moyens. Alors, sur la question des moyens, du coup. Alors, on a la question du bénévolat. Du coup, la définition du bénévolat, est-ce que cette discussion a permis de répondre à cette question ou non? Vous pouvez préciser votre pensée, ça peut être intéressant. Alors, du coup, je repasse par une définition de l'utilité sociale. Donc, moi, je pars du principe qu'on peut définir l'emploi, alors non pas par un critère de pénibilité, enfin, l'emploi et le travail, non pas par un critère de pénibilité, mais par un critère d'utilité sociale, de contribution à l'enrichissement collectif. Et je me base sur une définition large de l'utilité sociale qui consiste à dire est utile tout ce qui n'est pas nuisible. Est utile tout ce que des personnes décident d'entreprendre à condition que nous n'ayons pas jugé ces activités comme étant nuisibles. Est utile tout ce qui n'est pas nuisible. Et donc je refuse d'introduire un troisième terme qui serait l'inutile.
Donc je dis il y a l'utile d'un côté, le nuisible de l'autre. Je ne dis pas il y a l'utile, l'inutile et le nuisible. Je refuse de définir l'inutile parce que, encore une fois, définir l'inutile, ça revient à se donner la possibilité d'exclure des gens du bénéfice d'un droit au revenu. Donc si on dit il faut réaliser impérativement des activités qui sont jugées utiles par qui? Du coup, par une majorité. Et que reste-t-il de la minorité? Est-ce que la minorité a le droit de réaliser des activités ou pas? Dans la mesure où elles ne sont pas jugées nuisibles, eh bien, si on dit il y a l'utile, l'inutile et le nuisible, non, la minorité du coup n'a plus la possibilité de se livrer aux activités de son choix. Ce qui me pose problème, puisque ça conduit à dire les minoritaires, qui vont être jugés comme inutiles, seront exclus du droit au bénéfice d'un revenu inconditionnel. Sur la question du financement, alors il existe plusieurs propositions parmi les promoteurs du revenu inconditionnel. Je m'arrête sur 3 points. D'une part, l'impact sur la protection sociale et les services publics, et d'autre part sur les sources de financement possibles. Sur l'impact sur la protection sociale, donc ma position est que le revenu inconditionnel ne doit pas se traduire par un recul du système de protection sociale et ne doit pas se traduire par un recul des services publics, ne doit pas se traduire en gros par un recul de la dépense publique. En matière de protection sociale, dans mes propositions, je conserve l'intégralité à l'exception du RSA et des allocations familiales. Donc le RSA parce que j'ai dit tout le mal que j'en pensais. Les allocations familiales, puisque le revenu inconditionnel, dans mon optique, est versé dès la naissance, donc il se substitue parfaitement et avantageusement aux allocations familiales. Après, en matière de sources de financement, donc moi je m'appuie sur des sources fiscales. J'exclus la TVA et je m'appuie sur un impôt sur le revenu plus progressif et augmenté. Donc j'exclus la TVA puisque, alors, déjà j'ai une justification pratique. Verser un revenu inconditionnel financé par la TVA qui se traduirait par une augmentation des prix, c'est un peu un marché de dupes. Et puis, du point de vue de la justice sociale, on sait que la TVA n'est pas l'impôt le plus juste qu'il soit, que c'est une taxe qui est proportionnelle, qui peut être progressive mais très faiblement progressive et donc qui ne permet pas de réaliser le partage, un nouveau partage des richesses, un nouveau partage de valeur qu'implique un revenu inconditionnel à mon avis. Je m'appuie donc sur l'impôt sur le revenu et donc je me suis appuyé sur une simulation que Marc de Basquiat, que vous avez déjà vu je crois, a eu la gentillesse de réaliser. Pour moi, à partir des chiffres que je propose, et globalement, l'instauration d'un revenu inconditionnel de 1 000 € par majeur et 250 € par mineur, financé par l'impôt, se traduirait par un impôt moyen de 57,9%, ce qui se traduirait concrètement par une augmentation du niveau de vie des 8 premiers déciles et un recul du niveau de vie des 2 derniers déciles. Donc je peux vous donner quelques exemples de variation des revenus, des niveaux de vie. Le premier décile verrait son niveau de vie augmenter de 87,5%, le second décile de 50%, troisième décile de 27%. Ça s'équilibrerait du coup au niveau du 8e décile. Le 9e décile perdrait 5,5% de niveau de vie et le dernier décile perdrait 15,9% de niveau de vie. Donc c'est une proposition qui vise à redistribuer les richesses, évidemment, puisqu'il s'agit de reconnaître le travail de tous. Ça implique nécessairement un autre partage de la valeur et c'est ce qui est concrétisé par cette augmentation de l'impôt sur le revenu. Je ne sais pas si ça répond à votre question en matière de financement. Parfaitement. Pas d'autres interrogations? Oh, elle est Pas plus... beaucoup, mais c'est pas beaucoup de marge. Oui, franchement. c'est vrai que... Je pense que Karl Marx était comme ça au début. D'après mes lectures, il avançait. C'est un compliment, hein.
Qu'est-ce que vous voudriez comme marge? Bah, écoutez, l'impôt sur le revenu, j'ai déjà dit, 10% des ménages payent 70% de l'impôt sur le revenu. 75 milliards d'euros. La TVA, c'est 175 milliards d'euros. C'est l'assiette la plus large. Elle pèse sur les importations, oui, et elle est plus progressive que la légende le dit dans la consommation. Bref, miser sur l'impôt sur le revenu, c'est poser le problème des classes moyennes et ouvrir un débat très tendu dans le pays. Très tendu. Alors, d'après les chiffres que je vous ai donnés, quand même, les classes moyennes ne sont pas véritablement Voilà. affectées. Alors, dans les déciles, c'est très intéressant, mais ça veut dire que les classes populaires, 57% des Français ne payent pas l'impôt sur le revenu, sont imposables. Oui. Oui. Donc, comme le débat tendu au niveau des classes moyennes devient un malentendu au niveau des classes populaires. Car si vous dites aux classes populaires qu'elles vont payer l'impôt sur le revenu grâce à votre revenu universel, si bien défendu, elles vont avoir le sentiment, pour reprendre une de vos expressions, d'un marché de dupes. Et la caricature ne sera pas loin de l'analyse et de la lucidité. Donc il faut être très prudent. Vous comprenez? Alors du coup, marché de dupes, pas si ça se traduit par une hausse sensible de leur Je ne niveau de parle vie. pas de la logique, de la cohérence de vos chiffres. Je parle du débat tel qu'il vient d'avoir lieu en Grande-Bretagne ou tel qu'il peut avoir lieu dans une présidentielle en France. On n'est pas à la Sorbonne. On est dans les arrière-salles de bistrot, on est à la télé et on est sous les préaux, c'est-à-dire là où on simplifie et là où on grossit le trait et là où on est tenté un peu, en quelque sorte, de déformer la réalité. Il y a une cohérence, mais c'est une cohérence qui prend le pays totalement à bras-le-corps. Ça devient un débat fondamental. Bah, l'enjeu le mérite. Oui, l'enjeu le mérite, oui, bien sûr. Mais il faut en sortir en bon état démocratique et républicain. Ouais. Je voudrais poser une question C'est l'enjeu. pour Oui, tenter de tiens. comprendre la cohérence, parce que je ne suis pas sûr de l'avoir bien perçu. Vous nous avez dit qu'il y a 7 critères. Pour Anthony Atkinson. Oui, mais à partir du moment où tout le monde touche, Oui. quel est l'intérêt de mettre en place des critères? Précisément. Aucun. C'est pour ça que je défends un revenu inconditionnel. Donc il n'y a plus de critères. Non. Non. Je reprenais Non, la non, proposition. Je gomme de mes notes Oui. le fait que vous aviez envisagé des critères. Les critères définissent le côté universel, d'utilité sociale totalement acquise. En gros, oui, ma position, c'est de D'où dire les questions on pourrait qui ont été posées. essayer de définir des critères. C'est ce qu'a essayé de faire Anthony Atkinson. Enfin, c'est ce qu'a fait Anthony Atkinson. Mais à quoi bon, dans la mesure où tout le monde participe? Ma deuxième question dans la même logique, c'est que vous nous avez dit que vous refusiez de définir ce qui était utile, puisque votre définition de l'utilité, c'est tout ce qui n'est pas nuisible. Je vois bien l'évolution sémantique, mais qu'est-ce qui décide et définit ce qui est nuisible de ce qui ne l'est pas? Parce que je veux bien qu'on déplace le curseur, mais à un moment donné, vous buterez sur le curseur. Donc, comment vous définissez le nuisible? Parce que tout ce que vous nous avez expliqué sur la définition de l'utile va se reporter sur la définition du nuisible. Alors l'avantage, c'est que cette définition du nuisible est déjà à l'œuvre. J'utilise un critère légal, tout simplement. Et donc je m'en remets à la loi. Je me dis, si la loi, le législateur décide d'interdire certaines activités, c'est qu'il les juge nuisibles. Donc définition collective du nuisible. Et je m'arrête là. Simplement cette définition de nuisible. Et l'oisiveté peut-elle être considérée comme nuisible? L'oisiveté ne semble pas nuisible. Après, ça dépend ce que vous entendez par... Donc elle est utile. Oui, alors enfin, la contemplation peut me paraître utile. Ouais, ça ne me pose pas de souci. Est-ce que l'oisiveté peut être considérée comme utile? Et oui, moi, ça me semble utile. Encore une fois, la contemplation me semble être utile. Je ne voudrais pas polémiquer, mais réduire la contemplation à l'oisiveté me paraît un raccourci sur lequel j'ai du mal à vous suivre. Alors, qu'est-ce que vous appelez oisiveté? Non, mais attendez, c'est vous qui êtes interrogé, c'est pas moi. Oui, mais du coup, il faut pouvoir s'entendre sur les termes de la question pour pouvoir répondre. Si par oisiveté vous entendez inactivité totale, je ne pense pas que ça existe.
À partir du moment où il y a activité et qu'elle n'est pas nuisible, il me semble qu'elle est utile. Je reviens juste sur la remarque sur la TVA. La TVA, vous dites la TVA est plus progressive qu'on le croit. Oui, bien sûr. Elle me semble très proportionnelle tout de même. Alors certes, il y a des variations de taux et Non, tout le monde n'a pas taux, la il y a même. les premières nécessités. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, tous ces taux sont compensés par l'évolution de la propension à consommer. Et puisque, enfin, en gros, la TVA porte sur le revenu, la part du revenu qui est dépensée. Et puisque plus on gagne en revenu, moins on va consommer une part importante de ce revenu. Oui, plus on dépasse, mais moins on va consacrer une part importante de notre revenu à la consommation. Plus la base fiscale va être réduite. Donc l'un dans l'autre, on se retrouve avec une taxe qui est plutôt proportionnelle. On peut augmenter la progressivité, introduire de la progressivité en augmentant fortement le taux de TVA sur les biens de luxe. Oui. Mais alors, il faut l'augmenter fortement pour que ça devienne progressif. Et dans tous les cas, la progressivité sera Vous ne semble faible, pas satisfaisant. sera très faible. Et en plus, du coup, en termes de désincitation, ça ne me semble pas non plus être un bon signal. Alors, à la fois pour financer un revenu inconditionnel, dire le montant de votre revenu inconditionnel va dépendre de votre ardeur à consommer, Non, ça me semble problématique. Hein. Ça me semble. Pas exactement. Et du coup, mettre en place une TVA particulièrement élevée. Vous n'êtes pas opposé à ce que l'on cherche des solutions acceptables. Bien sûr. L'expérimentation. Il y a une manière aussi, on défend le revenu universel, comme vous le faites remarquablement. On peut essayer de l'apprivoiser. Oui. Bon. Alors là, vous ne cherchez pas à l'apprivoiser. Vous le mettez à l'état sauvage tel qu'il est, et tel qu'il a vocation à se développer dans une société idéale. Bien. Rousseau serait fier de vous. Et Maximilien ne désavouerait pas. Oui, mais il y a toujours la plaine, au centre, qui a besoin d'être pragmatique et de trouver des solutions. D'ailleurs, la manière dont vous l'avez présenté fait penser, docteur, à la sécurité sociale. Nous sommes les seuls au monde où la liberté absolue du malade, de prescription du médecin, débouche sur la socialisation totale de la dépense, depuis quelques mois, avec le tiers payant généralisé. Donc, votre système n'est pas aussi décalé qu'il le semblerait, puisque le système social fondamental est de cette nature. Vous connaissez le mot extraordinaire d'un député républicain de l'Est, la sécurité sociale est un supermarché sans caissière. C'est vrai, c'est remarquable, tout est dit. Bon, donc là, vous êtes sur ce thème-là, qui est un thème français, qu'Alain Minc a d'ailleurs dénoncé il y a 40 ans, en expliquant que la sécurité sociale favorisait les cadres à l'espérance de vie beaucoup plus longue et à la consommation médicale beaucoup plus forte par rapport aux classes populaires. Il était déjà partisan de la nuancer, voire de presque la supprimer. Bon, voilà le véritable problème qui est posé. Il faut apprivoiser le revenu universel. Sinon, vous aurez un malentendu avec les profondeurs du pays. Vous avez eu une question sur ce qui passe dans une rue. Moi, je vis dans des cités minières. Lorsqu'il y a des chômeurs de très longue durée, involontaires la plupart du temps, parfois peut-être un peu lassés, la rue, petit à petit, en quelque sorte, se radicalise. Oui. Et les votes ne vont pas vers les solutions sages. Ils vont vers les extrêmes dans la rue. D'où l'intérêt de la question de la Ils vont vers les reconnaissance. solutions simples. Mais d'où l'intérêt de la question de la question de la reconnaissance, évidemment. Oui. Tant que on ne reconnaît de travail que l'emploi, évidemment, on divise la population entre ceux qui ont un emploi et ceux qui ne travaillent pas. Et effectivement, ça crée des tensions. Évidemment, on oppose les actifs et les inactifs. Énorme. On oppose les contributeurs et les assistés, évidemment. Mais si on reconnaît le travail de tous, on arrête avec ces tensions-là. Mais c'est un vrai débat, c'est un vrai débat. Reposer la question du travail et de l'utilité sociale. Il faut que tous, ou presque une large majorité, soient d'accord pour partager votre thèse. Et là, c'est la difficulté. Tout à l'heure, on m'avait dit que, en
fait, on n'était pas obligé d'accepter un travail. Ça veut dire que... Un emploi. Un emploi. Oui. D'accord, il y a peut-être une nuance. Oui. On n'est pas obligé d'accepter un emploi, c'est-à-dire que chacun est utile, qu'il accepte ou pas un emploi, il va percevoir 1 000 euros. Je suis d'accord que 1 000 euros, c'est peut-être le minimum pour vivre. Lorsqu'il y a une PME qui est à peine rentable en payant les gens un petit peu au-dessus de 1 000 euros, donc ça veut dire que les personnes qui vont toucher 1 200 euros, et qui vont se déplacer en voiture pour aller à leur emploi, finalement, elles percevront moins que si elles restaient chez eux, percevront moins pour vivre, puisqu'il faut dépenser pour aller au travail, percevront moins que la personne qui ne travaille pas, qui fait du bénévolat ou qui... voilà. Non, pas du tout. Une personne qui gagne 1 200 euros aujourd'hui, suivant les chiffres que je vous ai donnés, percevra le revenu inconditionnel, 1 000 euros déjà, et percevra encore ces 1 200 euros, desquels seront retranchés les 57,9% d'impôt sur le revenu. Ce qui fait qu'à la fin, il lui restera 1 480 euros, soit plus que ce qu'elle perçoit aujourd'hui. Donc il y a quand même une incitation à avoir un emploi. Pas d'obligation, pas de contrainte à avoir un emploi, mais une incitation à avoir un emploi si on souhaite augmenter son revenu. Et encore une fois, après, si on est d'accord sur le fait que 1 000 euros c'est le minimum pour vivre, mais pourquoi refuser de mettre en place un revenu inconditionnel tel que je le défends? Si je comprends bien, le seul poste d'économie dans votre affaire, c'est la suppression de la NPE. Donc vous supprimez aussi les allocations familiales. Je supprime les allocations familiales et je supprime également les politiques de l'emploi. Tout ce qui est contrat aidé, etc., ne me semble pas pertinent dans une société qui mettrait en place un revenu inconditionnel. Donc ça permet de faire des économies substantielles. Mais après, mon objectif n'est pas à tout prix de réaliser des économies. Mon objectif est de traiter la question de la pauvreté et de l'exclusion. Et je ne pense pas qu'on puisse se dire on va traiter la question de la pauvreté et de l'exclusion à condition de réaliser des économies. Vous avez des exemples concrets où ce dispositif a été mis en place et marche? Des exemples concrets où ce dispositif a été mis en place, non. Il y a eu des expérimentations un peu partout à travers le monde, mais une mise en œuvre totale d'un revenu inconditionnel tel que je le défends, non. On a du coup des bribes avec effectivement le système de protection sociale qui demande qu'à, alors non pas comme le demande Alain Minc, à être supprimé, mais à être étendu autant que possible. Comme vous le savez, nous sommes la nation la plus performante socialement au niveau des chiffres. 34% du PIB, numéro 1 au monde. Numéro 2, le Danemark et l'Allemagne, à 30% du PIB. Donc, le contrat social français est le plus complet de la planète dans les pays développés et démocratiques, dans les pays à économie de marché. Vous proposez de respecter pratiquement l'intégralité du contrat et d'y ajouter le revenu inconditionnel, le revenu universel. C'est ça. Oui. Les 34% de PIB, c'est à peu près 700 milliards d'euros que nous votons au Sénat, 700 milliards d'euros. Si vous les maintenez hors RSA et allocation familiale, vous ne changez pas beaucoup de chiffres. Au maximum, nous tombons à 650, 660 milliards d'euros. Vous êtes bien d'accord? Oui. Il faut donc aller chercher, par l'impôt sur le revenu, 660 milliards d'euros. D'accord? Alors, pas exactement, mais... Dans le débat budgétaire de haut niveau que nous avons eu, l'opposition nationale, qui est majorité sénatoriale, a fait preuve de beaucoup d'imagination, a fait preuve de beaucoup de lucidité, a fait preuve de beaucoup de propositions. Et à l'arrivée, c'est environ 4 à 5 milliards d'euros qu'elle a bougé sur le budget. Nous sommes loin des 650 milliards d'euros à dégager. Bien sûr. Alors, ce sont des chiffres révolutionnaires qui peuvent donc entraîner la révolution. Une transformation sociale. Mais vous êtes un peu révolutionnaire, peut-être, non?
deux choses. Vous dites nous sommes les plus performants. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on est les plus performants. Alors peut-être quantitativement. Quantitativement, si on parle de chiffres, encore une fois, 14% de taux de pauvreté, je ne pense pas que ce soit un signe de performance. Mais vous comprenez qu'un social-démocrate s'arrête à certains chiffres. Hein. Si c'était 12%, bon, je vous dirais oui, effectivement. Mais à 34%, on peut avoir le sentiment, en tant que parti de gouvernement, d'avoir rempli un contrat social honorable. Alors peut-être que les moyens me semblent insuffisants dans tous les cas, et la méthode me semble à l'évidence inefficace. Donc dans tous les cas, il faut changer quelque chose. La méthode est inefficace. La méthode, les dispositifs qui sont mis en œuvre ne me semblent pas efficaces. Encore une fois, 14% de taux de pauvreté, ça n'est pas un signe de performance. C'est un échec. Vous permettez, quand vous rangez sur le côté, parce que les CRS vous font signe, ou qu'une ambulance bruyamment se fraye un passage, et que vous la voyez partir vers le centre hospitalier de proximité, et vous savez qu'elle va mettre en salle de réanimation à 2000 € par jour, soit un SDF, soit un chômeur, soit un patron. Vous ne pouvez pas dire quand même que la protection sociale ne joue pas son rôle. Ah non, je ne dis pas qu'elle est complètement inefficace. Le système assurantiel me semble satisfaisant, mais elle me semble insuffisante. La voie du réformisme, vous l'entendez là, dans toute sa médiocrité. Elle me semble malgré tout insuffisante. Oui, elle vous semble malgré tout insuffisante. Et je pense que en matière d'exclusion et de pauvreté, je pense que nous ne sommes pas à la hauteur des enjeux. Ouais. Et sur la question du budget, évidemment, si on s'interdit toute hausse d'impôt, on ne peut pas financer... La hausse d'impôt, oui, l'impôt sur le revenu, c'est 75 milliards, et vous proposez qu'on en trouve 650. Ouais. Impôt sur le revenu, dès le premier euro perçu au-delà du revenu inconditionnel. C'est pas simple, hein. Mais qui se traduit à l'arrivée, encore une fois, je vous ai donné des chiffres, qui se traduit par une augmentation du niveau de vie pour les 80% les moins riches dans notre société. Et qui se traduit par une baisse du niveau de vie de 5% du 9e décile et de 15%, 16% pour le dernier décile. Est-ce que les gens à qui vous donnez 1000 € payent un impôt? Alors ceux qui n'ont que le revenu inconditionnel ne payent pas d'impôt. Ceux qui ont le revenu inconditionnel. Mais tout le monde, quel que soit le revenu, perçoit 1000 €. Oui. Tout le monde. Donc les 81% d'augmentation du pouvoir d'achat, de niveau de vie du premier décile recoupent ceux qui n'ont rien. Bien sûr. Oui. Bien sûr. D'accord. Est-ce que vous pouvez concevoir que pour payer un impôt, il faut quand même avoir des revenus? Bien. Je ne vous demande pas de définir à partir de quand on est riche, mais c'est en gros ceux qui ne sont pas pauvres qui vont payer de l'impôt. On va dire ça comme ça. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, il faut bien quand même qu'ils produisent de la richesse. Alors moi, je suis un paysan breton, j'ai appris que je pouvais redistribuer que ce que j'avais produit. Donc ne craignez-vous pas qu'à terme, avec votre dispositif, il n'y ait plus personne à être dans un système que vous pouvez condamner par ailleurs, qui est un système marchand, mais qui a quand même le mérite de créer des richesses. Mais à partir du moment où vous n'aurez plus de création de richesses, vous risquez de ne plus avoir grand monde à être en situation de payer des impôts. Donc, comment vous veillez au grain pour faire en sorte qu'il y ait quand même toujours une minorité de gens suffisamment riches pour financer le dispositif que vous imaginez? Parce que du coup, vous supposez que si on introduit un revenu inconditionnel, plus personne ne voudra avoir d'emploi? Je ne dis rien de tel, je dis simplement qu'à un moment donné, lorsque vous payez tellement d'impôts, vous n'avez pas forcément intérêt à avoir envie de gagner beaucoup d'argent. Alors vous travaillerez peut-être, mais vous ne ferez pas un intérêt immédiat à gagner beaucoup d'argent et par conséquent, le dispositif risque de s'affaiblir. Et par ailleurs, nous ne sommes pas simplement dans une logique franco-française. On vit tout de même dans un monde qui fait qu'il y a des échanges commerciaux, des échanges sociaux. Et comment votre dispositif peut-il fonctionner dans une économie mondialisée qu'on peut par ailleurs regretter, mais c'est une réalité.
Alors, sur la question de la désincitation à l'emploi, du fait de l'augmentation des impôts, alors si on reprend l'exemple que vous avez pris tout à l'heure, quelqu'un qui gagne à peu près le SMIC aujourd'hui, dans une société qui met en place un revenu inconditionnel tel que je l'ai défendu, se retrouve avec une augmentation de niveau de vie de 280 €. Vous êtes bien d'accord que ce sera payé par quelqu'un? Oui, mais à l'arrivée, je ne vois pas en quoi cette perspective de gagner 280 € de plus se traduirait par une volonté de consacrer moins de temps à son emploi. Il y a quand même un intérêt à avoir un emploi. Donc la désincitation à l'emploi ne peut venir à ce moment-là que des conditions d'emploi, que de notre rapport à l'emploi. Et c'est ça aussi que ça doit nous amener à interroger. Donc effectivement, sans doute qu'il y a des modifications à apporter en matière de conditions d'emploi aujourd'hui dans le secteur marchand notamment. Et puis donc par rapport à la question du commerce international, de la mondialisation, l'introduction d'un revenu inconditionnel ne me semble pas problématique, au même titre que notre protection sociale, notre système de protection sociale ne me semble pas problématique dans le cadre de la mondialisation. C'est ce qui nous permet d'avoir des travailleurs qui sont de bonne qualité, bien formés, bien soignés, productifs, extrêmement productifs. Le revenu inconditionnel, c'est améliorer tout ça. Bien. Monsieur le rapporteur, voulez-vous formuler une conclusion? La conclusion, c'est que nous remercions cet économiste ardent d'être venu en TGV, nous faire part de ses convictions. Nous lui avons, non pas opposé, mais nous lui avons donné quelques indications sur la prudence légendaire de la démocratie représentative. C'est clair, hein? Oui. Bon. La manière abrupte et sympathique et convaincante dont vous présentez l'utopie est une manière qui, dans l'état actuel du pays, nous semble peut-être justement un peu trop directe au cours de cette audition. Mais elle a le mérite de faire toute sa place à une très belle idée qui germe un peu partout dans les pays développés face aux mutations et aux difficultés du développement et de la nouvelle révolution industrielle. Et c'est très bien d'être venu nous le dire avec autant de force. Merci. Mais, du coup, est-ce que vous voulez dire qu'il y a des propositions qu'il faudrait s'interdire de formuler dans le débat Non, pas du tout. Non, mais nous sommes confrontés quand même à ce qui monte des profondeurs d'un pays, notamment dans les bassins de chômage, vous voyez. Et ce qui monte, c'est la recherche d'une solution équilibrée. Voilà. Où tout continue et tout bouge. C'est pas facile, hein, mais c'est la France. Généralement, les Français gagnent sur tous les tableaux. Je parlais de la sécurité sociale, ils ont exactement ce qu'ils veulent. Liberté, mutualisation. Sur la retraite, ils ont exactement ce qu'ils veulent. Les retraités français sont les seuls au monde qui, d'après les statistiques, ont un niveau de vie légèrement supérieur à celui des actifs, 102%. C'est unique au monde. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de petite retraite, hein, on est bien d'accord. Ça veut dire que, bon, le système par répartition, à la française, fonctionne. Et que l'égoïsme du 3e et du 4e âge prend toute sa place dans un relatif consensus. Il fonctionnera si à l'emploi. Voilà. Et donc, pas il faut financer, comme l'a dit le président. Hein, il faut financer ce modèle français que vous bousculez. Oui. Et que vous avez sûrement en partie raison de bousculer. J'essaye d'améliorer. Et d'améliorer. Nous, les politiques, on ne nous demande pas de bousculer. Hein. D'accord? Nous, à chaque élection, c'est la fouille au corps. On doit présenter toutes les garanties pour continuer. Merci. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Je souhaiterais bien voir votre document sur la répartition. Pour un sénateur de Corrèze. Pour trouver 650 milliards à la place de 75. Sur les déciles. Et dans les villages de Corrèze, aux prochaines sénatoriales, la demande de 600 milliards d'impôts nouveaux va faire du bruit.
département particulier. Ah oui, Le ça département, fabrique des présidents. c'est le département des aigles et des présidents. Pour l'instant, oui. vous nous donnez beaucoup de présidents. Je garde vos documents. alors. Oui, je vous laisse. Merci. En tout cas, merci d'avoir remplacé au pied de Michel Rocard C'est un plaisir. sur une ligne très bien argumentée.